bonjour à tous. Donc, avec Bertrand, on vous propose une petite présentation sur l'utilisation des associations céréales protéagineux issues de nos travaux conduits sur la ferme de Torigné. Donc, cette ferme, elle est conduite en agriculture biologique depuis plus de 20 ans maintenant. Et comme support de recherche, nous avons 145 hectares avec des potentiels agronomiques relativement modestes et un troupeau de vaches allaitantes de race limousine conduit dans un système naisseur-engraisseur. Notre activité principale, bien sûr, c'est de faire de la recherche, donc de nombreux essais analytiques en micro-parcelles, en fait, où on va beaucoup travailler sur les ressources au service de tous les élevages de ruminants, avec une problématique globale, en fait, de trouver des solutions pour s'adapter aux évolutions climatiques, et en parallèle, un système de démonstration dit prototype, qui avance, en fait, au gré à gré des acquis de la recherche. On s'inspire des bons résultats de la recherche pour les mettre en place en vraie grandeur dans notre système. Donc pour démarrer, on va faire un petit état des lieux et brosser un petit peu le contexte pédoclimatique sur la ferme. Et pour faire ça, en fait, on a démarré en essayant d'essayer de caractériser un petit peu ce qu'on entendait par le changement climatique. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt une succession d'aléas météorologiques de plus en plus marqués, de plus en plus intenses. Et là, on a repositionné 3 types de cultures foragères, le maïs en silage, les fameuses associations de céréales protéagineux et l'herbe, et essayer de voir à quel type d'aléas météorologiques ils étaient confrontés dans le cycle de culture, quoi. Alors celui qu'on retrouve de manière plus fréquente sur la ferme, c'est vraiment des sécheresses estivales qui sont très marquées, qui vont pénaliser notamment le maïs dans sa phase de floraison, par exemple au mois de juillet. Et puis ça peut aussi pénaliser aussi les ressources en herbe, dans le sens où on est habitué à avoir des creux d'herbe relativement fréquents et marqués sur la période estivale. Alors après, il y a des choix en termes de flore qui permettent de garantir une certaine robustesse et de contrer un peu cette sécheresse estivale. Mais voilà, un aléa qui est quand même très fréquent et qui va marquer principalement le maïs et l'herbe. Et de plus en plus, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en plus, ces sécheresses estivales sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Elles vont se prolonger au mois de septembre. Et la problématique qu'on va retrouver là sur les ressources en herbe, c'est plutôt des questions d'implantation. Habituellement, on a planté les prairies début septembre et on se retrouve dans des conditions très sèches qui vont pénaliser un peu l'implantation de ces prairies-là. Et c'est vrai, quand on regarde par rapport à cet aléa sécheresse estivale prolongée, les associations de céréales protéagineuses permettent de contourner déjà ce premier aléa. Alors le deuxième qu'on peut avoir, c'est l'excédo hivernal qu'on va retrouver 3 à 4 années sur 10 sur la ferme, qui est en plus amplifié par nos types de sols. On a des sols, donc des limons sableux de très faible profondeur, entre 40 et 50 cm. On a une couche qui est très imperméable, qui va conduire en fait à retenir l'eau l'hiver et qui va conduire à l'hydromorphie quand même pendant la phase hivernale. Et ça peut quand même impacter la culture des associations de céréales protéagineux. Donc le dernier aléa qu'on peut retrouver, c'est en termes de fréquence, pour l'instant, celui-là, on va le retrouver 2 à 3 années sur 10. C'est des sécheresses précoces qu'on peut avoir dès le courant du mois de juin, qui peut impacter aussi, la productivité du maïs et de l'herbe peuvent être impactées, un peu aussi celle des céréales protéagineux. Pour donner un ordre d'idée en termes de potentiel, on a repositionné ces 3 cultures. Pour donner un ordre de grandeur, en maïs en silage, le rendement moyen sur la ferme, c'est 7,7 tonnes de matière sèche par hectare sur les 12 ans où il y a eu du maïs au début de la ferme. Et le coefficient de variation du rendement, c'est 50%. Donc ça allait de 3 à 10 tonnes. Et c'est compliqué de sécuriser un système fourrager avec une ressource qui était si variable en termes de productivité. Donc voilà pourquoi on a essayé d'investir dans des travaux de recherche autour de ces associations de céréales protéagineux qui permettaient quand même de contourner au moins le risque de la sécheresse estivale. En termes d'acquis par rapport aux travaux qu'on a pu conduire depuis 20 ans sur ces associations, on a d'abord travaillé dans la situation d'une récolte dite tardive, avec des mélanges plutôt à base de céréales, avec l'optique de maximiser le rendement. Et là, on a eu des résultats très probants, en fait, avec une productivité annuelle assurée avec des niveaux de 9 tonnes de matière sèche par hectare et un coefficient de variabilité relativement modeste, autour de 25%. Donc, ce qui faisait de cette ressource quelque chose de très intéressant, de très robuste, en fait. Pour affiner en fait les choses, il y avait toujours cette hypothèse de dire si on maximise la part de protéagineux, on augmente la valeur nutritive du mélange. Cependant, avec des taux de protéagineux trop importants, on était confronté à des problèmes de verse. Donc du coup, de nombreux essais ont permis de conclure au fait de ne pas dépasser les 30 grammes par mètre carré de protéagineux pour ne pas avoir de problème à la récolte. En termes de valeur nutritive, on est quand même sur des mélanges à base de céréales, donc rien d'exceptionnel.
on va dire des valeurs nutritives, nous qui sommes habitués à travailler avec un support animal issu du troupeau allaitant, tout à fait satisfaisante, 77 UFL et 65 de PDI, qui font qu'on a une ressource fourragère très productive et facile à équilibrer. Donc le mélange témoin en fait, qui est ressorti de ces travaux, c'est un mélange à base de triticale à raison de 300 grains par mètre carré au moment du semis, qui est complémenté par 15 grains par mètre carré de poids fourragé et 15 grains par mètre carré de vesse, le tout récolté au stade laiteux pâteux de la céréale. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut avoir une alternative au triticale pour encore gagner en robustesse? Donc on a testé 2 céréales que sont l'épeautre et le seigle, que l'on a totalement substitué au triticale et qu'on a continué à associer au poids fourragé et à la vesse. Dans le cas de l'épeautre, on a observé une diminution très significative du rendement, avec un niveau moyen de 7 tonnes de matière sèche, et une valeur nutritive qui, elle aussi, a chuté, 0,77 UFL. Donc une solution qui n'a pas apporté satisfaction tant d'un point de vue productivité que robustesse. Par contre, sur le seigle, on a eu une bonne surprise. On a eu une augmentation des rendements de 11 tonnes de matière sèche, donc 2 tonnes supérieures par rapport à ce qu'on faisait avec notre mélange dit témoin. Par contre, une diminution des valeurs nutritives qui s'explique en fait par un effet de dilution lié à la productivité supérieure du seigle. Et par contre, malgré ce gain de productivité, une variabilité importante avec un coefficient de variabilité de 35%, qui font en fait que cette solution à base de seigle n'est pas une solution robuste. Et à l'issue de ces travaux, on a gardé notre base triticale comme étant la référence, en tout cas dans le cas de récolte dite tardive au stade laiteux pâteux des céréales. Ensuite, on s'est interrogé sur les dates de récolte, en faisant l'hypothèse que si on avançait la date de récolte, on pouvait améliorer la valeur nutritive du fourrage. Donc on l'a fait sur notre mélange témoin à base de céréales. Et effectivement, on a eu un gain modeste sur la partie énergétique. Donc on est passé de 0,77 UFL dans le cadre d'une récolte tardive début juin à 0,83 UFL dans le cadre d'une récolte début mai. Donc rien d'exceptionnel non plus. On a couplé en fait cette avancée de la date de récolte avec une évolution de notre mélange. C'est-à-dire que notre mélange témoin, en fait, on a divisé la part de céréales par 2. Au lieu de mettre 300 grains par mètre carré, on a mis 125 grains par mètre carré de triticale. Et en plus, on a rajouté une demi-dose de févrole, donc pour enrichir en protéagineux et voir si on gagnait en valeur nutritive. Effectivement, on s'y retrouve sur la valeur énergétique et aussi sur la valeur protéique dans le cas d'une récolte plus précoce. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Néanmoins, on perd significativement en potentiel de productivité avec un rendement qui est quasiment divisé par 2 dans les 2 situations. Parce qu'en fait, on a un potentiel productif sur le mois de mai qui est à hauteur de 130 kg de matière sèche par hectare et par jour. Donc quand on est sur ce type de mélange, en fait, on a tout intérêt, sur ce type de mélange en culture principale, on a tout intérêt à aller garder dans le temps pour maximiser la productivité. Ensuite, on est allé voir les travaux de nos collègues de Trévarez, qui avaient aussi réalisé des associations, cette fois-ci enrichies en protéagineux. Et elles avaient tendance en fait à avoir des rendements qui étaient plutôt pénalisés et qui ne permettaient pas d'augmenter la valeur nutritive dans le cas de récolte précoce. Et Bertrand va vous donner des éléments explicatifs. Oui, alors les leviers que présentait Julien, c'était de jouer soit sur la nature des associations, éventuellement sur la date de récolte, et on s'est aussi posé la question de quels pouvaient être les impacts en fait des aléas météorologiques qu'on pouvait avoir en cours de ces cultures. Donc là, on va rester sur des mélanges à dominante céréales, plutôt dans des stades de récolte début juin, au stade laiteux pâteux des céréales. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qu'on avait le plus en base de données, et donc on avait le plus de nombre d'années où on pouvait avoir des successions, des phases météo un peu différentes. Et on a essayé juste de regarder, par exemple sur le graphique de gauche, ça représente l'impact d'un stress hydrique qu'on a essayé d'évaluer en prenant le nombre de jours de stress hydrique, en calculant par rapport à 80% de la réserve utile, les précipitations moins le TP, quand est-ce qu'on était égal à 0 ou inférieur à 0 sur le cycle, sur la fin du cycle cultural. Et effectivement, voilà, sur ces mélanges à dominante céréale, on a une petite tendance à ce que la fraction céréale décline un peu en termes de rendement quand on est exposé vraiment à du stress hydrique enfin de février jusqu'à la récolte début juin, quoi. Bon, néanmoins, on voit quand même que le niveau de productivité reste relativement élevé parce que même dans une année, là c'est l'année 2010 où on a été confronté quand même à une sécheresse précoce, on voit que la productivité, si on fait la somme des protéagineux et du triticale, reste quand même convenable aux alentours de 8 tonnes de matière sèche, quoi. Un résultat par contre qui a été un peu plus surprenant quand on a essayé d'aborder ces aspects aléas météorologiques, c'était la sensibilité en fait des valeurs nutritives de ces associations-là à l'excès d'eau hivernale. Donc c'est ce qu'on a sur le graphique de droite. On a essayé de regarder un peu l'excès d'eau hivernale sur la période automne-hiver, en regardant en fait ne serait-ce que les précipitations moins les
l'évapotranspiration. Et sur les deux fractions, à la fois sur les céréales et sur les protéagineux, on s'aperçoit quand on est exposé justement à un excès d'eau assez important sur l'hiver, eh ben, on a une baisse de la teneur en matière azotée des céréales, mais aussi de la fraction des protéagineux. Alors effectivement, là, on est dans un contexte en agriculture biologique, donc on n'a pas de fertilisation azotée minérale. Donc ce qui va nous apporter l'azote dans les fourrages, c'est la minéralisation des sols. Donc là, une forte quantité d'eau, effectivement, sur la phase hivernale va diminuer déjà le reliquat azoté disponible. Certainement une mise en place de minéralisation qui ne se fait pas très très bien en sortie d'hiver. Et peut-être que pour les protéagineux aussi, la fixation symbiotique se met un peu moins bien en place. Et ce qui pourrait expliquer que voilà, on peut avoir des valeurs nutritives qui baissent quand même de manière assez significative quand on a un fort excès d'eau sur la période hivernale, quoi. Donc, en termes de synthèse, donc un premier état des lieux un peu sur ce qu'on avait pu observer sur ces associations de céréales protéagineux. Bon, ça reste quand même une solution assez robuste quand on la positionne par rapport aux aléas qu'on voyait en introduction. Et avec deux grosses clés d'entrée, on peut avoir des mélanges très productifs où la clé d'entrée, c'est vraiment d'aller rechercher du rendement. On est sur des mélanges à base de céréales avec des récoltes début juin, donc au stade d'étopate des céréales. Ou alors, on va être plutôt dans une logique, je vais essayer de rechercher de la qualité, notamment de la valeur nutritive dans les fourrages. Je vais plutôt me baser sur des récoltes courant mai. Ça va permettre d'augmenter la part de protéagineux et avancer aussi le stade de récolte en contournant les problèmes de verse qu'on peut avoir quand on est dans le cadre de récolte relativement tardive. Mais là, on sait qu'on va avoir quand même une productivité qui va être plus limitée. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, après, dans les deux cas de figure, qu'on soit sur des récoltes début mai ou plutôt début juin, on va toujours se poser la question, voilà, on est sur des récoltes de fin de printemps et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait derrière. Donc dans nos contextes, on est quand même très marqué par la sécheresse estivale, pas beaucoup de réserves hydriques. Ça rend assez hypothétique la capacité à pouvoir implanter des cultures estivales dans de bonnes conditions. On peut penser par exemple à des associations type Moa, Trèfle d'Alexandrie. Leur réussite dans notre contexte est quand même relativement hypothétique. Ou alors ce serait de s'exposer à avoir des sols nus sur juillet, août, septembre et d'attendre d'avoir retrouvé des conditions d'humidité pour pouvoir implanter de nouvelles cultures, quoi. Donc ce sont des solutions qui sont relativement robustes pour sécuriser le système fourragère. Après, comment on peut les intégrer dans une rotation dans un contexte qui est de plus en plus marqué par la sécheresse estivale. Donc l'hypothèse, ça a été tout de suite de se lancer sur l'idée d'implanter des prairies sous couvert de ces fameuses associations céréales protéagineuses. On a vu que les aléas climatiques, l'évolution du climat faisait que la période d'installation de semis des prairies était devenue de plus en plus délicate, avec des sécheresses de fin d'été de plus en plus prolongées, qui mettaient à mal les bonnes conditions de semis au mois de septembre. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se placer sur un semis simultané entre la date idéale de semis de la prairie, qui va être début septembre, et celle de l'association céréale protéagineux, qui va être fin octobre, début novembre. Donc concrètement, à partir du 10 octobre, en fait, on implante notre prairie sous couvert de l'association céréale protéagineux. Alors pour ce faire, en fait, on le fait, nous, en un seul passage, grâce à un semoir double caisson. L'association céréale protéagineux est semée à 2-3 cm de profondeur, et la prairie est déposée en superficielle, et le tout est roulé derrière. Alors, c'est une technique qui marche. Alors, on vous a parmi les références bibliographiques, mais il y a eu beaucoup de publications sur la question qui font que cette technique est relativement pertinente. Elle est possible dans notre contexte avec des prairies dites lentes d'installation. C'est qu'on recherche toujours de la robustesse dans notre système, donc on a plutôt des prairies avec une part de légumineuses importante et surtout des graminées pérennes. Donc vous pouvez imaginer que dans le contexte de taurinier, le régras anglais, la pérennité, elle est facilement remise en cause. Donc on est plutôt sur des prairies à base de fétuques, donc lentes d'installation, qui sont tout à fait compatibles en fait avec ce concept d'implantation de prairies sous couvert. Et du coup, avec cette technique, on s'affranchit du problème du sol nu en fait post-récolte de l'association céréales protéagineux, tant si on récolte en ensilage, mais aussi en grains. On l'a démontré dans nos travaux antérieurs. Pour essayer d'élargir un peu la gamme des couverts qui pouvaient être utilisés pour répondre à des valorisations zootechniques un peu différentes, on est reparti donc d'un mélange qu'on connaissait, c'est celui qui figure en jaune avec une dominante céréale, 250 grains par mètre carré de triticale, 15 en pois fourragers et 15 en vesse. Et puis on allait travailler à enrichir en fait la part de protéagineux en passant sur un mélange mixte où c'est une demi-dose de céréales et en fait on allait rajouter une demi-dose de frévorol, voire un mélange qui est très orienté protéagineux où là on a juste de l'avoine 40 grains par mètre carré qui va servir davantage à un pouvoir couvrant en fait pour éviter le salissement. Et puis après par contre une dose relativement importante avec du pois fourrager, du pois protéagineux, de la févrole et puis de la vesse. Et combiné à ça, en fait, ces deux mélanges, donc mixtes et protéagineux, vont être récoltés à
trois stades différents. Un premier stade au stade précoce, au moment de la floraison des protéagineux, qu'on a d'habitude autour de début mai en fait, dans notre contexte, soit un stade dit intermédiaire, donc à la floraison des céréales, plutôt dans la deuxième quinzaine de mai, ou alors le stade qu'on connaissait historiquement, le stade laiteux-pâteux des céréales. Donc les modalités en fait, qui sont enrichies en protéagineux ont été récoltées à ces trois stades, et on a aussi gardé une dominante céréale en fait, avec une modalité de récolte plutôt début juin. Donc, ce qui fait un dispositif en bloc en fait, à cette modalité, 4 répétitions, 4 blocs, et qui a été répété pendant 3 ans, 2019, 2020 et 2021. Et donc l'idée, ça a été aussi de caractériser à chaque fois quelle productivité on avait sur les associations de céréales protéagineux, qu'est-ce qu'on avait en termes de composition et de valeur nutritive, et puis ensuite comment se comportaient aussi les prairies. Donc on est parti sur une prairie que définissait Julien, prairie à fleurs variées, 10 kg de fétuque, 8 kg de raies granglées, 3 kg de trèfle blanc, 3 kg de trèfle hybride et 3 kg d'otier, et d'aller aussi caractériser ces prairies-là début juillet, et puis ce qu'elles donnaient aussi à l'automne suivant en fonction des différents itinéraires techniques qui étaient retenus. Alors, première partie des résultats, des notions sur la productivité. Donc dans le cas d'une récolte précoce, début mai, on a nos deux mélanges, le mélange plutôt orienté protéagineux et l'autre plutôt mixte. On a des niveaux de productivité donc en orange de l'association céréales protéagineux tout à fait satisfaisants. Un peu plus important pour le mélange mixte. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une base de céréales plus importante. Donc un potentiel de productivité supérieur aux protéagineux et qui bénéficie à cette date d'un effet précocité important qui profite donc à la biomasse. Sur la productivité de la prairie sur la période estivale, en fait, alors printemps et été, on a des niveaux de productivité quasiment équivalents, autour de 1,7 tonnes de matière sèche. Donc quand on implante une prairie sous couvert et qu'on envisage une récolte dès le mois de mai, on profite en fait dès le printemps et dès l'été d'une bonne productivité de la prairie. Et enfin, à l'automne, on a des productivités de la prairie qui restent satisfaisantes. Alors bien évidemment, ces prairies, elles sont correctement installées et elles sont très satisfaisantes en termes de composition botanique. Ça réfère en fait aux travaux présentés par Didier et Lucie tout à l'heure, où on a une part de diverses qui est très 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 modeste. Dans le cas de la récolte donc intermédiaire, vers le 22 mai, toujours sur les deux mêmes mélanges, on a des niveaux de productivité équivalents sur les associations céréales protéagineux. Alors là, il y a la part de protéagineux qui a rattrapé l'effet précocité qui était mis en avant par la céréale. Et on a toujours des prairies qui sont elles aussi bien installées, avec du coup sur la productivité estivale une productivité moindre en fait, parce que il y a une partie de la prairie en fait qui est récoltée au moment de l'ensilage. Et enfin, dans le cas de la récolte tardive, alors tout à droite, on a le témoin, un témoin qui faisait référence depuis 20 ans à Torigné, avec des niveaux de productivité comparables à nos essais précédents, donc autour de 9 tonnes de matière sèche. Donc là, on est très content quand on fait l'expérimentation et que 20 ans après, on retrouve les mêmes résultats. Des prairies qui sont elles aussi bien installées et toujours productives. Alors par contre, quand on regarde le mélange protéagineux, comment il s'est comporté à cette date de récolte, en fait, il n'était pas récoltable. Parce qu'on avait une part de protéagineux qui était tellement importante qu'on a été confronté à des problèmes de verse. Donc ce mélange, en fait, il est intéressant sur le papier, mais dans la pratique, il ne marche pas bien. Par contre, on a notre fameux mélange mixte qui, lui, c'est un peu la bonne surprise de cet essai, avec une productivité supérieure à notre mélange de référence, plutôt orienté céréales, et derrière, une prairie intéressante. Donc si on raisonne vraiment productivité, le fait d'attendre dans le temps et de profiter du potentiel productif de ces associations, c'est très pertinent. Et nous n'avons pas été en mesure de mettre en évidence un effet de la nature de l'association du stade de récolte sur la qualité d'implantation de la prairie. Alors, ce qui peut, après, essayer de discriminer un peu ces différentes stratégies, c'est plutôt de faire un zoom en fait, sur la valeur nutritive de ce qu'on récolte en premier cycle, sur les associations de céréales protéagineux. Donc là, on a repositionné à chaque fois au niveau des stades et puis les valeurs qu'on pouvait obtenir sur les différents types de mélanges. Alors, en premier, sur la matière sèche, de faire attention que c'est qu'effectivement, sur des récoltes précoces et intermédiaires, on va se retrouver avec des taux de matière sèche qui vont nécessiter nécessairement un fanage pour monter en matière sèche et pour être au-dessus de 30% en fait, en entrée de silo si on est sur des modalités de récolte en ensilage. Et les récoltes tardives permettraient, elles, de passer directement sur des ensilages en coupe directe. On retrouve le flux de biomasse que venait de définir Julien avec un accroissement de la biomasse avec l'avancée des stades. Ce qu'on a observé sur la part des protéagineux, finalement, elle est relativement dictée quand même elle évolue peu avec l'avancée du stade, elle est dictée en fait par les densités de semis. Le mélange très riche en protéagineux atteint 61% de moyenne et le mélange mixte va osciller entre 45 et 50% de protéagineux
protéagineux à peu près à la récolte. Notre référence en tardif était autour de 27% de protéagineux. Sur les valeurs alimentaires, sur les valeurs énergétiques, on retrouve un peu cet effet date et baisse de la digestibilité en fait, des deux fractions, qui est un peu moins marqué sur la fraction des protéagineux. Donc les mélanges à dominante protéagineux arrivent à garder une valeur nutritive un tout petit peu plus longtemps, un peu plus élevée entre la récolte précoce et intermédiaire. Ce phénomène-là, on le voit plus sur la question de la matière azotée, où effectivement les mélanges protéagineux plus arrivent à conserver entre la récolte précoce et intermédiaire. Ils vont passer d'un petit 15% de matière azotée à un petit 13% de matière azotée, alors que les mélanges mixtes, avec une part de céréales plus importante, un peu plus de 50% de céréales, vont être à 13 sur des récoltes précoces et vont descendre, là dans ce cas de figure, étaient descendus déjà à 10 dans le cadre de récoltes intermédiaires. Donc après, pour essayer un peu de première synthèse technique de l'ensemble de ces résultats-là, c'était de les projeter en fait dans un graphique où sur l'axe des axes, on va retrouver le cumul de biomasse, à la fois sur l'association de céréales protéagineux, ce qu'ont donné aussi les prairies après sur l'été-automne, donc ce qu'on va produire en fait en termes de biomasse, et puis en ordonnée, c'est plus la quantité de protéines qu'on est capable de produire par hectare, avec une première stratégie, celle qui permet de produire le plus de protéines par hectare, c'est une stratégie qu'on a qualifiée ici d'équilibre, qui figure au milieu, où on est sur un mélange à dominante protéagineux en récolte intermédiaire, qui pourrait permettre de conférer des ensilages qui approcheraient les 0,85 UFL et entre 13 et 13,5 en taux de matière azotée. Ensuite, de l'autre côté, on peut avoir une stratégie volume, où là, l'idée, c'est de maximiser la biomasse produite par hectare, mais là, on va être plutôt sur des mélanges des métals mixtes en récolte tardive, avec des ensilages qui vont plutôt se situer à 0,80 UF et autour de 10% de matière azotée. Et à l'autre côté, à l'opposé, à gauche, on a une stratégie valeur où là, on va chercher des mélanges à dominante protéagineux avec des récoltes plus précoces. Et on peut espérer dépasser les 0,90 UFL sur la récolte en ensilage et un peu plus de 15 de matière azotée. Donc 3 stratégies que l'on va confronter avec des critères économiques, avec des choses exprimées en euros par hectare, en euros par tonne de matière sèche produite, en euros par tonne de MAT et en euros par 1000 UFL. Moi, je vais vous discuter avec vous les résultats des récoltes tardives. On a un peu notre mélange témoin à base de céréales qui présente un net intérêt en fait d'un point de vue économique, avec néanmoins un gros défaut sur la partie MAT. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ça fait 20 ans de travaux sur cette ressource. On l'a beaucoup travaillé sur une valorisation zootechnique par des animaux issus du troupeau allaitant, où effectivement on est sur une catégorie animale où on a des besoins protéiques qui sont moins importants, c'est-à-dire qu'on tolère des déficits en azote soluble, notamment en misant en fait sur le recyclage de l'urée endogène sur les rations hivernales qui nous permettent de tolérer clairement des déficits en PDN. Donc c'était pas très problématique. Néanmoins, quand on voit les résultats de la solution mixte, où les voyants sont clairement en vert, en fait, eh ben, on a une solution qui est beaucoup plus pertinente parce qu'elle est plus productive et aussi plus riche en MAT. Donc elle permet sûrement une plus large utilisation et aussi néanmoins, en fait, dans la valorisation, même par les animaux issus du troupeau allaitant, une correction plus facile à atteindre, sûrement avec des foins, notamment assez riches en légumineuses. On devrait facilement arriver à corriger ça. Donc des mélanges mixte avec une récolte tardive semble être une évidence au service de tous ces systèmes où les besoins par animaux en fait sont relativement modestes. Alors, pour des animaux où effectivement on va rechercher des niveaux de productivité plus élevés, vaches laitières ou des bovins en engraissement, c'est vrai que la première stratégie qui serait d'aller sur des récoltes précoces avec des mélanges très très riches en protéagineux, c'est celle qui permet d'avoir les meilleures valeurs nutritives sur les associations de céréales protéagineux. C'est celle qui s'avère la plus coûteuse dans le sens où on a le coût de semence déjà le plus élevé et on n'accumule pas beaucoup de biomasse débumée sur les associations de céréales protéagineux. Donc on a moins d'effets de dilution de tous les frais d'implantation, de mécanisation, de semences, etc. qui peuvent servir à la culture des associations de céréales protéagineux. Donc dans ce cas de figure-là, effectivement, récolte précoce, les mélanges mixtes sont un peu moins coûteux en implantation, ne serait-ce qu'en coût de semences. La difficulté avec ces mélanges mixtes-là, c'est qu'effectivement, ce qu'on voyait, dès qu'on va avancer, et si on a une fenêtre climatique qui n'est pas bonne débumée, si on décale ces dates de récolte plutôt aux alentours du 20 mai, on va avoir une baisse quand même très significative de la valeur nutritive. Donc c'est pour ça que des mélanges à dominante protéagineux vont permettre de garder un peu plus de valeur et d'attendre, d'accumuler un petit peu de
de biomasse aux alentours du 22 mai. Et ça peut aussi permettre de bénéficier d'une fenêtre qui est aussi plus favorable pour tout ce qui va être travaux de fanage et d'essayer de monter au maximum le taux de matière sèche en fait, à la récolte de ces associations-là pour éviter toutes les problématiques aussi de conservation qu'on peut observer sur ces mélanges très très riches en protéagineux. Le deuxième intérêt aussi de réfléchir à une date de récolte qui est plutôt intermédiaire, c'est aussi, on a des prairies en fait, là, qui sont sous ces couverts-là, et d'éviter d'être sur des conditions en fait, de travail où on ne va pas aller matraquer la prairie avec les ensileuses, le passage des remorques au moment de la récolte, donc d'être sur un sol qui est très bien ressuyé pour envisager de faire les ensilages. C'est pour ça que la récolte intermédiaire finalement apparaît quand même comme une solution assez intéressante avec un mélange à dominante protéagineux pour conserver un peu de valeur en courant du mois de mai, quoi. Donc pour conclure, il est tout à fait possible en fait de décaler la date d'implantation des prairies pour assurer une bonne qualité d'implantation. Les prairies en fait elles restent bien implantées indépendamment de la nature de l'association céréales protéagineux, mais aussi du stade de récolte. Alors sous réserve de ne pas aller trop tôt quand même sur des stades très précoces avec du matériel qui pourrait abîmer le sol. Petite nouveauté de ces essais par rapport aux travaux antérieurs, c'est que la févrole, ça semble être un des protéagineux incontournables, parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de profiter du potentiel productif de ces associations et de garder l'effet tuteur qui est permis par ce protéagineux, qu'on n'avait pas du tout, avec la vesse et le pois fourragé, et qui permet aujourd'hui d'atteindre des solutions avec des équilibres productivité et valeurs nutritives. Et qu'enfin, une récolte au printemps, avant la sécheresse estivale, ça reste pertinent. Avec l'idée d'implanter la prairie en dessous, c'est que ça nous met à disposition en fait, des surfaces en herbe post-récolte. Donc par rapport à une situation antérieure en fait, où on se retrouvait avec des sols nus, aujourd'hui en fait, on se retrouve avec, à l'échelle du système de Taurigny, avec 12 hectares post-récolte en prairie qui apparaissent avant la sécheresse estivale. Donc c'est très confortable. Voilà, on remercie tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet.